Donc, bonjour à tous, Solange Martin, je participe au PCN Environnement et je travaille également à l'ADEME, donc l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Je vais vous parler ce matin des dispositifs spécifiques pour les PME, plus largement pour les entreprises, mais en particulier pour les PME. Sachez que l'Europe vous aime, PME. Elle considère que vous êtes le moteur de la croissance future, on en a bien besoin. Donc il y a vraiment un effort très important qui a été consenti dans le programme Horizon 2020 pour vous faire une place plus importante. Vous l'aurez compris avec la première présentation, ce qui caractérise Horizon 2020 par rapport à ses prédécesseurs, c'est-à-dire d'une part le PCRD, d'autre part le programme 4 pour l'innovation et la compétitivité, c'est de réunir les deux bouts de la chaîne, l'innovation et la recherche, et faire en sorte que toute recherche se traduise par une innovation et par derrière des marchés, et de la création de valeur économique. Donc ça se voit par la réunion des éléments de programme dans Horizon 2020, mais également dans la recherche systématique de compétitivité, quels que soient les piliers. C'est-à-dire, certes, les défis sociétaux sont structurés en fonction des problèmes sociétaux qui se posent à l'Europe, mais il y a une baseline dans tout ce programme qui est la recherche de compétitivité et d'innovation, où vous soyez dans le programme. Par ailleurs, la structuration au focus area, en plus de la structuration thématique par défi, exprime aussi cette volonté de la Commission de focaliser sur les domaines qui sont les plus porteurs en matière d'innovation. En gros, les focus area, c'était toutes les priorités des autres directions générales européennes, autres que direction de la recherche, pour dire là, il y a un gisement de croissance, là, on a des innovations prêtes et il faut insister sur ces domaines-là. Et puis cette insistance sur, ce focus sur l'innovation se traduit également par des outils spécifiques pour les PME et des nouveaux outils. Alors pourquoi tout ça? Eh bien pour favoriser une croissance verte. Je vais vous rappeler juste un tout petit peu comment la Commission conceptualise cette croissance verte, parce que c'est important dans la manière dont vous allez aussi rédiger vos propositions. C'est-à-dire qu'une autre caractéristique d'H2020, c'est aussi de penser par problème et d'être moins prescriptif en matière de solutions. Donc il faut vraiment démontrer que vous répondez à un problème, et le problème principal et transversal, c'est celui de la croissance européenne. Donc l'idée, c'est évidemment de découpler la croissance de l'usage des ressources, quelles qu'elles soient, naturelles, énergétiques, puisque le souci, c'est la raréfaction des ressources et également la compétition internationale. Donc il y a d'une part le fait que d'autres commencent à savoir faire ce qu'on sait faire nous, et puis il y a de moins en moins de ressources pour perpétuer notre modèle de développement actuel. Donc la solution à tout ça, c'est l'innovation, c'est-à-dire redevenir les seuls à savoir faire ce qu'on sait faire, et puis une innovation qui soit durable, c'est-à-dire qui soit moins exigeante, moins consommatrice en ressources naturelles. L'idée, c'est évidemment de créer de la croissance, de l'emploi, et par ailleurs, de répondre aussi à un certain nombre d'engagements internationaux qui, eux, sont directement reliés aux problèmes environnementaux qu'on connaît actuellement. Donc, pour tout ça, et pour accompagner les PME, il y a une série d'instruments, une série d'éléments qui sont mis en place. Le premier, très spécifique à Horizon 2020, donc c'est l'instrument PME. Je vous parlerai aussi d'un deuxième qui est ciblé PME, mais pas seulement, qui est le Fast Track to Innovation. Je parlerai rapidement, puisque vous avez une journée d'information là-dessus d'Eurostar 2, également du financement à risque, du soutien à l'innovation via l'achat public, donc ça c'est quelque chose qui est aussi assez nouveau et spécifique à Horizon 2020. Très très rapidement des initiatives technologiques conjointes, parce qu'en fait il n'y en a pas sur l'environnement, mais bon, ça peut quand même vous intéresser dans d'autres domaines. Et puis les projets collaboratifs sur lesquels on développera plus largement après la pause. Alors vous allez me dire que tout ceci est très compliqué, c'est pas faux. Et en même temps, vous n'êtes pas seul pour vous y retrouver, donc je rappellerai les différents accompagnements et sources d'informations qui sont à votre disposition. Alors, une première manière de se retrouver dans Horizon 2020, c'est effectivement la chaîne de valeur, c'est-à-dire le continuum entre recherche fondamentale et développement et commercialisation. Donc, grosso modo, vous retrouvez les trois piliers là-dessus. Alors, c'est vrai, mais pas tout le temps. Parce que, par exemple, l'instrument PME fait tout. L'instrument PME, il va du concept, de l'idée, à la commercialisation. Sachant que ce n'est pas une technologie de rupture à la base.
c'est des technologies qui sont relativement proches du marché, enfin qui ont vocation à être commercialisées, on va dire, dans les 2-3 ans. Alors pour ceux, est-ce qu'il y en a qui connaissaient l'ancien programme du CIP, donc du programme 4 pour la compétitivité et l'innovation, qui s'appelait Éco-Innovation? Personne n'a travaillé là-dessus? Éco-Innovation. Donc ça reprend Éco-Innovation en beaucoup mieux. Voilà, il y a énormément d'améliorations. Déjà d'une part, le financement il n'est plus à 50% comme dans Éco-Innovation, il est à 70% pour vos PME, donc c'est quand même mieux. Et surtout les deux choses très importantes et très intelligentes qui ont été mises en place, c'est que la Commission reconnaît maintenant qu'il y a un continuum entre la recherche et l'innovation. Alors qu'avant, vous aviez d'un côté le PCRD et de l'autre Éco-Innovation qui visait les premières applications commerciales, en gros les démonstrateurs commerciaux. Et on avait quantité d'entreprises qui arrivaient avec encore des petits bouts de recherche dans leurs démonstrateurs ou des petits bouts de pré-commercialisation dans leurs pilotes. Et il fallait, ça obligeait à des contorsions dans l'écriture de la proposition pour cacher tous les aspects recherche quand on était sur Éco-Innovation ou au contraire des aspects commercialisation dans le PCRD. Donc ça, c'est quand même une bonne innovation, ça vous rend la vie plus facile. Et par ailleurs, autre innovation importante, les transferts de technologies sont maintenant éligibles, c'est-à-dire que dans Éco-Innovation, l'Europe ne finançait que les premières applications commerciales. Là, non. Vous avez le droit de prendre une technologie qui existe déjà sur le marché, mais vous la recombinez ou alors vous l'appliquez à un autre secteur et c'est éligible. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis si vous voulez aussi l'appliquer à d'autres zones géographiques, ça marche également. Donc l'instrument PME concerne toute innovation de produits, de procédés, de services. Il ne faut pas se le cacher. Certes, l'innovation organisationnelle entre dans le scope. Maintenant, c'est en règle générale plutôt des innovations technologiques parce que c'est très compliqué d'expliquer en quoi une innovation de service organisationnel est innovante et va permettre de créer de la valeur. C'est possible, c'est plus compliqué. Donc dans les faits, c'est quand même plutôt les innovations technologiques qui sont financées, mais il ne faut pas non plus se mettre des barrières. C'est aussi... ça n'est pas interdit, c'est même plutôt valorisé, mais voilà, dans l'évaluation, c'est moins simple. Donc les impacts attendus, c'est de contribuer à cette fameuse croissance verte, donc améliorer la rentabilité et la croissance des PME, et surtout au niveau au minimum européen et aussi mondial. Si vous visez des financements européens, il faut bien vous montrer que vos impacts sont là à l'échelle de votre financeur, donc au minimum européen. Donc après, avoir des technologies qui sont assimilables de manière durable par le marché, c'est-à-dire qui ont une rentabilité, qui soient respectueuses de l'environnement, qui soient donc, puisqu'elles sont rentables, attractives pour les financements privés. Et tout ceci, vos impacts, il va falloir les décrire de manière qualitative et quantitative, en termes de chiffre d'affaires, d'emploi, de taille des marchés et de propriété intellectuelle. Donc bien expliquer en quoi ça va créer de la recherche aussi chez nous. Le critère principal d'évaluation sur ces outils PME, c'est les impacts. Autant dans le pilier 1, c'est l'excellence. Pour tous, il y a une dimension excellence, mise en œuvre et impact, mais après, il y a des priorités. Et sur ces instruments-là, c'est vraiment les impacts qui vont déterminer, qui vont vous faire évoluer dans le classement et qui vont vous faire être financé ou pas. Donc c'est vraiment un instrument qui est bottom-up, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet imposé, vous arrivez avec vos projets et vous pouvez, chose très importante, y aller tout seul. Donc vous n'êtes pas obligé d'être dans un consortium. Cet instrument est également en 3 phases. Vous pouvez faire financer différents éléments de votre projet. Donc en phase 1, c'est vraiment l'évaluation du concept et de la faisabilité de ce concept. Avoir les premiers business plans, les premières études en termes de propriété industrielle, les premières recherches de partenaires. C'est vraiment voir si le projet est jouable, possible. La subvention est forfaitaire, c'est 50 000 € pour tout le monde sur cette phase-là, et c'est des projets qui durent 6 mois. En phase 2, vous allez pouvoir faire financer des démonstrateurs, enfin des prototypes et des démonstrateurs commerciaux pour commencer à pénétrer le marché. La subvention, elle est entre 1 et 3 millions d'euros pour des projets qui durent de 12 à 24 mois.
Et la troisième phase, c'est une phase vraiment de commercialisation où il n'y a pas de financement direct de la commission. Par contre, vous avez une aide en matière de coaching. Alors déjà, le fait d'arriver en phase 3 vous donne un label de qualité, malgré tout, hein, donc c'est quand même une reconnaissance. On sait bien que l'innovation, ce qui est compliqué dans les achats après, c'est que personne ne l'a encore testé, donc il y a un doute sur la qualité et une certaine réticence de la part des acheteurs ou de vos clients à se lancer dans un nouveau produit. Donc ça, c'est quand même un label qualité qui peut vous aider à passer cette étape-là. Et puis ça facilite le financement privé également, puisqu'il y a un lien, il y a une articulation entre cette troisième phase de l'instrument PME et la ligne financement à risque du pilier 2, primauté industrielle, que Magali vous a présenté. Par ailleurs, vous avez donc un coaching et un conseil personnalisé de la part notamment du réseau des EN. Il y a du coaching dans toutes les phases, mais particulièrement dans cette troisième phase. Les phases sont indépendantes. Vous n'êtes pas obligé de candidater en phase 1 pour avoir le droit après de candidater en phase 2. Vous pouvez candidater directement en phase 2. C'est un appel également continu, donc il y a plusieurs dates par an. Et avec il y a des échéances par an, mais il y en a plus que les appels annuels des défis sociétaux. Alors, juste deux petits points, ce sera géré par l'EACI, donc l'agence exécutive qui était en charge d'éco-innovation précédemment, avec des appuis externes. Donc, à l'heure actuelle, à la Commission, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas totalement les ressources en matière d'évaluateurs pour juger la qualité industrielle de ce genre de projet. Donc si jamais il y a un appel à proposition en ce moment pour les experts évaluateurs au service de la Commission, ça peut être intéressant pour vous aussi, PME, d'y aller, de vous proposer en tant qu'expert évaluateur. Et il y a un vrai enjeu au niveau national d'avoir suffisamment d'évaluateurs français. Donc sachez-le, si vous n'avez pas de projet cette année, vous pouvez en tout cas candidater en tant qu'expert. Ça peut être aussi une bonne manière de voir comment ça fonctionne de l'intérieur pour après déposer des projets en toute connaissance de cause. Vous n'avez pas le droit de resoumettre un projet quand vous en avez déjà un de financé, donc il y a quand même une petite limite. Alors cet instrument PME, il est dans absolument quasiment tous les topics et tous les piliers. Et il est spécifiquement dans le défi 5, mais vous voyez, là c'est toutes les lignes dans lesquelles il est. Donc il est dans le défi 2 bio, il est y compris dans le défi SHS, donc sciences humaines et sociales, il est partout. Alors, oui. Non, il n'y a pas de ligne. C'est-à-dire que climat, ressources, c'est le même défi. Alors, effectivement, c'est une question que vous nous posez souvent. Est-ce que j'ai le droit de candidater sur plusieurs défis? Rien ne vous l'interdit. Vous avez tout à fait le droit de candidater sur 2 défis. Alors, par contre, une chose qui est totalement interdite, c'est d'être financé 2 fois sur le même projet. Ça, vous ne pouvez pas vous faire financer 2 fois la même activité. Je vous conseillerais quand même, quand vous candidatez, de dire que vous avez éventuellement, ça se discuter. Ça peut être bien de dire qu'on a candidaté quand même sur une autre ligne, par souci de transparence vis-à-vis de la commission. Je vous dis juste ça parce que précédemment sur Éco-Innovation, il y avait des zones de recouvrement avec le programme LIFE, notamment tout ce qui était démonstrateur. Et le problème, c'est que les gens qui instruisaient LIFE au niveau de la commission connaissaient très très bien les gens qui instruisaient Éco-Innovation. Et donc un projet qui n'a pas dit qu'il était sur les 2 lignes, et puis au niveau de la commission, on se rend compte qu'il a candidaté 2 fois, ça peut faire mauvaise impression aussi. Donc vaut mieux le dire plutôt que la commission s'en aperçoive au fur et à mesure. Voilà. Pardon ? L'expertise sera distincte, tout à fait. Donc après, vous pouvez dire... En tout cas, rien ne vous interdit de candidater sur les 2, sachant que c'est quand même du travail de déposer une candidature et qu'il va falloir faire un effort malgré tout d'adaptation de votre projet aux enjeux et aux impacts attendus dans chaque défi. Il faut bien comprendre ce qui motive chacun. Après, sur un instrument aussi transversal et large, c'est-à-dire qui vise à l'éco-innovation et la croissance verte, c'est sûr que ça peut rentrer dans plusieurs. Alors, je reformule la question, c'est sur la viabilité financière comment la Commission évalue la viabilité financière des bénéficiaires de ces subventions quand on commence à atteindre des subventions de l'ordre de 1 à 3 millions. Rien n'est dit spécifiquement sur cet aspect dans l'instrument PME.
Voilà. Donc il n'y a aucune limite qui est donnée. Sur les projets collaboratifs, les règles ont été assouplies. La viabilité, elle n'est vérifiée que pour le coordinateur, d'une part, et qu'à partir d'un certain montant de subvention. Je ne veux pas vous dire de bêtises, j'ai les chiffres ici, je les ai plus en tête, mais c'est quand la subvention, c'est voilà, 500 000, à partir de 500 000 euros, on commence à regarder la viabilité financière. Sur l'instrument PME, il n'y a aucune précision en la matière. Après, il ne faut pas se le cacher non plus, tout ce qu'on vous dit là est vrai à 99%, mais les programmes définitifs, c'est-à-dire ce qui circule à l'heure actuelle et ce qui a été publié par la Commission, sont des drafts, que le modèle de la convention de subvention, il n'est pas encore disponible. Tout ceci sera disponible dans 2 jours officiellement, donc le 11 décembre, et qu'il y a un certain nombre de précisions. La dernière fois que j'ai vu la commission, c'était il y a 1 semaine et demie, il y avait encore des choses qui étaient en discussion. Donc il y a encore des choses qui vont être précisées. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous après. Mais sur l'instrument PME, c'est quand même vraiment fait pour attirer aussi de nouvelles PME qui n'étaient pas dans les projets européens précédemment. Et sur la viabilité financière, les règles ont été assouplies sur les défis sociétaux. Donc je pense que les exigences sont quand même moindres. Après, on regarde la capitalisation, le bilan, comme d'habitude. Oui. Non, c'est un dossier par phase. Il y a une instruction par phase. Alors, c'est censé aller vite. Et ça va d'ailleurs beaucoup plus vite. Déjà, pour les défis sociétaux, le délai time to grant, c'est-à-dire entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez la subvention, a été réduit de 100 jours. Alors, c'est sûr qu'on passe en gros de 8 mois, enfin de 9 mois à 8 mois, ce qui pour vous est pas radicalement différent, mais quand même, pour une administration lourde comme la Commission, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, vous avez 5 mois sur les défis sociétaux avant qu'on vous dise si vous êtes retenu ou pas, et puis 3 mois supplémentaires pour la signature de la convention. Alors, voilà, ça se paye d'une certaine manière, c'est-à-dire que du coup, il n'y a plus de négociation entre la Commission et les porteurs de projets. Chaque proposition va être évaluée telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle pourrait être, alors que précédemment, il y avait une phase de négociation avec la Commission, dans ces 100 jours en l'occurrence, pour adapter le projet. Donc là, ce ne sera plus le cas, il n'y aura plus de négociation. Donc ça, c'est le tarif normal, le délai normal sur un défi. Pour l'instrument PME, en phase 1, vous avez 2 mois pour qu'on vous dise si vous êtes retenu ou pas, et 1 mois pour signer le contrat. Donc vous voyez, ça fait 3 mois, c'est quand même très rapide. En phase 2, c'est 4 mois et 2 mois. Donc ça fait 6 mois, ce qui est quand même aussi beaucoup plus rapide que sur les défis sociétaux. Donc il y a vraiment un effort fait aussi pour rejoindre la temporalité de l'innovation dans les PME. Mais par contre, alors, il est préférable de soumettre un dossier en phase 1 et puis après en phase 2, c'est-à-dire d'utiliser l'instrument dans sa globalité. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Tout dépend où vous en êtes, quel est le degré de maturité de votre projet. Donc spécifiquement dans le défi 5, on a 2 lignes qui reprennent ces outils transversaux et qui sont donc l'instrument PME et le Fast Track to Innovation. Alors je vous ai juste mis ce tableau général pour que vous ayez une idée de la taille budgétaire. Donc en phase 1, c'est pas énorme, mais c'est 50 000 € de subvention. Par contre en phase 2, vous voyez, c'est quand même plus largement doté. Et vous avez les premières dates de soumission. Donc en phase 1 en 2014, première échéance en juin. Et puis après, vous en avez tous les 3 mois. Pour la phase 2, les dates à l'heure actuelle n'étaient pas connues, donc il y en aura 2, enfin c'est en octobre et en décembre, donc c'est un petit peu plus loin, mais on ne peut pas vous donner le jour précis. Sur alors, dernier instrument qui lui est encore un petit peu nébuleux, puisqu'il va être mis en place en 2015 seulement et pas en 2014, et qui est le Fast Track to Innovation. Donc c'est un tout nouvel instrument qui va être mis donc en place pour 2 ans, 2015
et 2016 dans un état de test, et puis après il y aura une évolution de l'instrument lui-même, et on verra si la commission verra si elle le poursuit ou pas. Toujours une logique de bottom-up, tout secteur technologique, toute entité légale, des projets très proches du marché, un appel à proposition continue, 3 échéances par an. Mais alors là, pour le coup, il y a une notion de consortium, par contre, qui est limitée à 5 membres maximum, et la subvention maximale est de 3 millions d'euros. Les dates d'instruction, c'est comme pour l'instrument PME en phase 2, donc c'est 6 mois. Une évaluation aussi spécifiquement sur le critère de l'impact et une prise en compte de la sensibilité au temps et de la position compétitive du projet. Ce nouvel instrument, il cible les PME, mais pas seulement. Il cible une notion qui émerge au niveau européen, qui est celle de mid-caps. Donc, ce n'est pas tout à fait nos entreprises de taille intermédiaire, parce que nous, on va de 250 à 5000. Les mid-caps, c'est de 250 à 2000. Mais en gros, voilà, c'est ces entreprises-là qui sont visées, donc juste au-dessus de la PME, jusqu'à 2000 salariés. Alors, je vais vous parler très rapidement d'Eurostar. Donc, on retrouve dans le défi 2, le pilier 2, pardon, au niveau de innovation dans les PME. Donc, c'est un programme, c'est comme une initiative conjointe, c'est-à-dire qu'il y a les États membres volontaires se réunissent pour lancer des appels à propositions et financer des projets, et la Commission rajoute une partie de financement. Donc c'est un instrument qui date de 2008. On est plutôt bon, les Français, dans cet instrument-là. Budget moyen donc des projets, c'est de 1 à 2 millions d'euros. Nombre de partenariats moyens, 3, mais le minimum est 2. On reprend en gros les mêmes règles. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient Eurostar ou pas? Donc ça, voilà, ça reprend les mêmes règles que précédemment. Donc je vais peut-être pas trop développer. C'est aussi, ça vise en type de public des PME qui sont très R&D intensives. Hein, donc c'est quand même des PME pointues, des entreprises pointues. Alors, le financement du risque est un des outils également développés dans Horizon 2020, donc articulé à un instrument PME. Ça vise à financer en gros le moment où il y avait un léger trou dans la raquette, qui est la fin du financement de la recherche et le début de l'entrée en scène des business angels. Donc là, il y avait un petit peu un no man's land en matière de financement, et c'est cet espace-là que souhaite couvrir la Commission. Donc au sein d'Horizon 2020, c'est vraiment cette phase-là. Pour les phases ultérieures, ça reprend un autre programme qui s'appelle COSME et qui est un ancien programme du programme 4 pour l'innovation et la compétitivité, mais là on sort d'Horizon 2020. Et alors un instrument très intéressant qui n'est pas directement ciblé PME dans le sens où vous n'êtes pas les clients, c'est les acheteurs publics qui seront les bénéficiaires des aides de la Commission, mais c'est quand même bien pour acheter ces solutions que vous allez développer. Donc la Commission essaye de faire jouer un rôle plus important de levier à l'achat public. Alors c'est un petit peu compliqué aussi juridiquement parce qu'on n'est pas censé, voilà, il y a les règles du marché commun qui fait qu'on est un petit peu contraint juridiquement, mais la Commission, voilà, essaye de réfléchir à des modèles pour favoriser les éco-innovations et donc des exceptions. Alors on n'en est pas au Small Business Act à l'américaine, hein, qui implique toute aide publique et une part réservée aux PME, mais on s'en approche un petit peu, en tout cas pour toutes les solutions de type éco-innovation. Pour les PME, alors peut-être pas vous, mais sauf si vous êtes dans les technologies de l'information et de la communication ou dans des choses plus bio, il y a aussi les initiatives technologiques conjointes. En environnement, il n'y en a pas, mais il y en a une sur l'énergie. Donc voilà, je signale juste que ça existe et que c'est aussi drivé en tout cas par l'industrie dans l'élaboration du programme de travail et que ça s'adresse aux industriels en particulier. Et puis, dernière chose qu'on va plus développer sur le défi 5, c'est les projets collaboratifs, donc qui sont détaillés dans les défis.
L'idée de la Commission, c'est quand même d'arriver à consacrer non plus 15% des financements, mais 20% des financements aux PME de l'ensemble du budget disponible dans Horizon 2020. Alors il y a 7% pour l'instrument PME et le reste au sein de ces projets collaboratifs. Les modèles de coûts, Magali vous en a parlé. La Commission nous a dit que ça avait quand même fait un effort pour tout ce qui est rédaction de la documentation, de mettre les juristes de côté pour avoir des formulations qui soient accessibles et voilà, plus digestes pour les acteurs et les porteurs de projets. Alors si on fait un point final sur les budgets estimés pour les PME, donc vous voyez que 20% des défis sociétaux et du pilier primauté industrielle, ça fait quand même 8 milliards. Pour l'instrument PME, ça fait 2,8 milliards. Eurostar, bon, si on rajoute la contribution des États membres et celle de la Commission, on arrive à 1,1 milliard. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors tout n'est pas pour nous et tout n'est pas pour cette année puisque c'est des budgets sur 7 ans, mais il y a quand même énormément d'argent disponible au niveau de l'Europe. C'est très concurrentiel, mais ce serait quand même bien qu'on arrive à en récupérer plus qu'à l'heure actuelle, puisque en gros en France, même si voilà, l'Europe, c'est aussi du don contre don, mais on récupère 0,7 € pour 1 euro dans ces programmes-là. Donc il y a un vrai enjeu, la position française décroît année à année, la participation des industriels aussi. Donc il y a vraiment, on a intérêt collectivement à aller déposer des projets européens. Alors c'est vrai que c'est exigeant, c'est vrai que ça prend du temps. Maintenant, il y a énormément de choses à en attendre également en termes de visibilité, en termes de partenariat stratégique, en termes de labellisation de qualité de ce que vous faites. Et puis, certes, il y a des aides au niveau national, c'est peut-être plus facile à avoir, mais ce serait bien peut-être de commencer, si vous pouvez, si vous avez des choses qui rentrent, enfin des projets qui rentrent vraiment dans les priorités européennes, de commencer par aller chercher, tenter votre chance, et puis après, inverser les réflexes, c'est-à-dire commencer déjà par l'Europe si vous pouvez y aller, et puis après, si vous échouez au niveau européen, parce que c'est effectivement extrêmement concurrentiel, aller chercher des aides au niveau national et régional. Là, vous voyez, si on accroît notre participation de 10%, ça fait quand même 1 milliard par an en plus pour la recherche et le développement au niveau français, c'est pas rien. Donc voilà, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Donc les ressources à mobiliser, vous en a déjà parlé. Je rappelle le portail français, donc horizon2020.gouv.fr, parce que là-dessus, vous aurez toutes les nouvelles. Et puis aussi le portail européen, parce que l'Europe met en place un portail unique de communication à destination des porteurs de projets, quels qu'ils soient. Donc il a été mis en place le 4 décembre dernier. Il y aura un outil de recherche thématique par mots-clés. Alors j'ai essayé de le tester, mais la fonctionnalité n'est pas encore mise en œuvre parce que les programmes de travail ne sont pas encore publiés. Donc je ne peux pas vous dire si ça marche, je ne peux pas vous dire si ça marche bien. On le saura dans 2 jours, le 11 décembre. Et puis l'accompagnement des points de contact nationaux, il y en a un qui est aussi spécifique pour vous, parce que nous on est point de contact thématique, mais il y a le point de contact PME, donc spécialiste pour vous PME à BPI France, le réseau Entreprise Europe, et puis vous avez les différents mails du point de contact PME, et puis évidemment vos relais locaux, CCI, Agence régionale de l'innovation, Pôle, et voilà, allez les voir. Merci beaucoup de votre attention.